Je suis un simulacre de nonce qui n'a pas été ordonné prêtre, un simulacre d'italien, puisque me voilà plus français que romain. Je finirai par être quelque part un simulacre de diplomate ou de petit ministre dans un simulacre de petit État. Pourquoi pas simulacre de cardinal? Il n'est pas besoin d'être prêtre pour être prince de l'Église. Je réfléchissais l'autre jour avec mon vieux père Joseph. Vous savez convaincre, Giulio. Moi, j'aime vaincre. J'aurais besoin d'un négociateur comme vous pour mener les pourparlers avec le Habsbourg d'Autriche qui va nous déclarer la guerre. Il y faudrait ma fermeté et votre souplesse. Et Richelieu va faire de Giulio Mazarini un cardinal alors qu'il n'était même pas prêtre. Oui, mais c'était possible. La pourpre est une dignité qui confère le droit de siéger au Sacré Collège et d'aider le pape de ses conseils. Mais elle était réservée souvent à des fils cadets de très grandes familles princières qui n'avaient pas de vocation et à qui il fallait donner un statut. Donc on pouvait être cardinal sans être prêtre. Alors ce cardinal devient également français en 1639 par lettre patente. Pourquoi est-ce que Mazarin, très attaché à sa patrie romaine, Simone Berthier, vous l'avez rappelé, décide brusquement de se mettre au service de la France? Non, alors il ne devient pas français, il reste entre les deux, il est toujours entre deux statuts, Mazarin. Si on n'avait pas encore inventé la double nationalité, mais il s'est toujours senti à la fois français et romain, et l'un n'empêchait pas l'autre. Alors, pourquoi se met-il au service de la France? Là, il faut revenir un petit peu sur la situation politique. Les Habsbourg, les descendants de Charles Quint, tenaient à la fois Madrid et Vienne, et avec évidemment des quantités de possessions annexes. Et donc, ils visaient à la monarchie universelle. Et la France était enserrée dans des tenailles qui menaçaient de l'étouffer. L'idée de Richelieu, c'était donc de desserrer ces tenailles. Et d'autre part, en Italie, Mazarin avait fait la même constatation. Les Espagnols grignotaient petit à petit toute l'Italie. Ils possédaient déjà tout le sud, ils avaient le Milanais, ils voulaient aussi l'Italie du nord. Donc c'est d'abord un patriote italien que Mazarin a voulu contrer les ambitions espagnoles. Et là, le pape était d'accord. Et donc il a aidé la France, en somme, et Richelieu, parce que leur visée politique coïncidait. Alors, il arrive en France, auprès de Richelieu, qui lui confie plusieurs missions, dans un pays quand même qui est en crise. D'abord, il y a cette guerre, justement, entre la France d'une part, l'Espagne et l'Autriche de l'autre. Puis, à l'intérieur même de la France, il y a un pouvoir, celui de Louis XIII et de Richelieu, très contesté par les grandes familles. Il y a le frère de Louis XIII qui complote à longueur de journée contre son frère, Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII qui fait des complots, qui rêvait d'ailleurs un moment de devenir roi lui-même, parce que Louis XIII n'a pas eu de fils avant très longtemps, 1638. Oui, donc Gaston se voyait déjà roi à la mort de Louis XIII, qui a été valétudinaire toute sa vie. Et puis alors, il y a aussi d'autres grandes familles, on en reparlera, la famille des Condé notamment. Et puis alors, à la mort de Richelieu, en 1642, eh bien, tous rêvent de succéder à Richelieu, pas du tout. Qui choisit Louis XIII? Il va choisir Mazarin, qu'il fait entrer au Conseil, en quelque sorte, le gouvernement de l'époque, et qui demande même à Mazarin, c'est un signe de confiance extraordinaire, d'être le parrain de son fils, d'être le parrain du futur Louis XIV. Oui, alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel, parce que Mazarin ne pensait pas rester en France. Ce que Richelieu avait prévu pour lui, c'était de représenter la France à Rome auprès du Saint-Siège. Mais la mort de Richelieu et celle de Louis XIII qui s'annonce imminente change complètement la donne. Et Louis XIII n'a personne. Louis XIII, comme vous dites, a été poursuivi pendant tout son règne par des conspirations visant Richelieu mais qui ébranlaient le royaume. Les grands ne supportaient pas d'être mis peu à peu à l'écart du pouvoir. Et le parti dévot également, les dévots ne supportaient pas que la France se soit engagée dans une guerre contre l'Espagne catholique avec l'appui d'alliés protestants. Donc Richelieu était haï au moment de sa mort.
Louis XIII ne savait pas à qui confier son fils. Alors finalement, il n'avait que Mazarin. Et il charge Mazarin de conduire le petit Louis XIV, qui n'a pas encore 5 ans, jusqu'à l'âge d'homme, quand il pourra gouverner lui-même, et de maintenir le royaume en état de marche jusqu'à cette date-là, et de continuer la politique de Richelieu, c'est-à-dire de mener sur le plan extérieur la guerre contre l'Espagne jusqu'à la victoire finale. C'est pas rien comme engagement, hein, terrifiant. On comprend qu'il ait hésité. Ça n'était pas la coquetterie quand il dit qu'il envisage de rentrer en France, mais il accepte parce que ça ouvre devant lui alors des perspectives absolument extraordinaires. Et cela quelques semaines avant que Louis XIII meure lui-même, 5 mois après la mort de Richelieu. J'ai peur, monsieur le cardinal. Non pas de la mort qui approche, mais qu'après moi tous se ruent sur l'héritage. Les grands attendent voracement leur part au grand banquet. Mais vous avez oublié la vie même. Votre dauphin, sire, il sera roi. Comment avez-vous nom à présent, mon fils? Louis XIV, mon papa. Pas encore, mon fils. Pas encore. Souvenez-vous, mon fils, que monsieur le cardinal est votre guide. Le roi est mort! Alors à la mort de Louis XIII, Louis XIV donc devient roi, mais il n'a que 5 ans et c'est une régence qui se met en place. Alors cette régence a été préparée par Louis XIII. Bon, sa femme Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, va modifier un peu ce testament, mais en gros elle était organisée comment? Il y a d'abord la femme de Louis XIII, c'est elle qui devient régente, Simone Berthier. Il y avait le choix entre sa femme et son frère, et il se méfiait également de l'un et de l'autre. Mais au total, il pense que sa femme est moins dangereuse que son frère, parce qu'au moins le sentiment maternel est très vif chez elle. Donc il compte qu'elle défendra le petit Louis XIV. Mais il a essayé de l'enfermer dans un conseil où elle n'aurait pas la majorité, et où Mazarin devait avoir le pouvoir de décision. Mais en fait, c'était très peu conforme aux traditions du royaume. Et Anne d'Autriche n'a pas eu de peine à se faire accorder la régence pleine et entière. Voilà. Alors le destin, l'avenir, la carrière de Mazarin dépend désormais entièrement justement de la femme de Louis XIII, c'est-à-dire de la mère de Louis XIV, qui va lui faire confiance au point de faire de lui, et il va le rester pendant 18 ans, de faire de Mazarin le principal ministre, en quelque sorte, oui, le premier ministre. Oui, mais le maître de la France, c'est lui qui gouverne. Alors, Anne d'Autriche avait préparé la transition. Elle ne l'a pas dit, bien sûr, elle a joué sur l'effet de surprise. Mais dès avant la mort de Louis XIII, il est certain qu'elle était d'accord avec Mazarin pour la mise en scène qui suivra la proclamation de la Régence. Alors, elle fait deux choses. Le jour même, où on lui accorde le pouvoir en entier, elle proclame Mazarin Premier ministre. Et évidemment, consternation de tous ceux qui rêvaient du poste. Et 8 jours après, Mazarin remet en route la guerre contre l'Espagne en engageant le siège de Thionville, qui est une place forte importante. Autrement dit, il donne un signal très fort. La guerre contre l'Espagne continue. C'est extraordinaire comme surprise dans le royaume. Ça veut dire qu'il va continuer la politique de Richelieu. Alors que tout le monde attendait au contraire d'Anne d'Autriche, une Espagnole, qu'elle signe vite la paix avec son frère et qu'on retrouve le bon vieux temps d'autrefois où on pouvait conspirer en paix à l'ombre d'une régente impuissante. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette régente, vous l'avez dit, Anne d'Autriche, malgré son nom qui est d'origine espagnole, elle est espagnole, hein, oui. Donc c'est elle qui gouverne la France, avec un Italien, Mazarin. Alors évidemment, c'est un tandem que ne supportent pas les grands qui convoitaient le poste de Mazarin, qui font tout pour séparer justement Anne d'Autriche de son Premier ministre Mazarin. Madame, méfiez-vous de ce cardinal, il a la robe rouge comme l'autre, le cul pourri. Mais que croyez-vous donc? Je crois que vous n'êtes plus de notre parti. Cet Italien a des yeux admirables. Il écarte les grands de vous, de tout. Il vous ensorcelle.
Au point qu'on fait partout les mauvais discours que vous couchez ensemble? Vous vous trompez. Le cardinal est plus français que beaucoup de princes. Oui, il m'a donné une passion, celle de faire de mon fils un roi. Oui, il m'ensorcelle par son esprit et sa clairvoyance. Mais sans péché. Simone Berthier, est-ce que Anne d'Autriche n'était ensorcelée que par l'esprit et la clairvoyance de Mazarin? Ça fait 350 ans qu'on se pose la question. Est-ce qu'ils étaient amants? Bien entendu. Alors, disons tout de suite que l'opinion publique à l'époque en était persuadée et qu'elle ne s'est pas gênée pour le dire dans les termes les plus crus à travers des pamphlets qu'on a appelés les Mazarinades. J'en cite deux, c'est absolument terrible. Si vous voulez. Elles sont épouvantables, je vous préviens tout de suite. Il y a Sire, vous n'êtes qu'un enfant, c'est une mazarinade qui s'adresse à Louis XIV, et le larron baise votre mère. Il y en a un autre qui soupçonne même Mazarin d'être le père de Louis XIV. Sans le secours de Mazarin, il n'était pas là. Hein. Oui, mais enfin, c'est 9 mois avant, il n'était pas là. Sans le secours de Mazarin, où seriez-vous, roi très chrétien, fils aîné de l'Église, vous eûtes d'un cardinal, votre mère vous eut d'un cardinal. Et alors, pire de tout, peuple, n'en doutez plus, il est vrai qu'il la fout, et que c'est par ce trou que Jules nous canarde. Alors, c'était épouvantable. Comment expliquer cette animosité, alors que vous semblez dire, vous, qu'il ne s'agissait entre Anne d'Autriche et Mazarin que d'une amitié amoureuse? Bon, alors vous me posez deux questions à la fois. Alors, commençons par l'amitié amoureuse. Alors, ils ont 40 ans tous les deux. Alors, pour lui, c'est encore jeune. Pour une femme, à l'époque, c'est l'âge où on quitte la galanterie pour la dévotion. Anne d'Autriche n'a pas été gâtée sur le plan amoureux, avec son mari en particulier, elle n'a que de mauvais souvenirs. Alors, évidemment, elle est sensible au charme de Mazarin, il est plein d'égards pour elle, bon, mais elle n'est pas sensuelle, enfin, c'est la duchesse de Chevreuse qui témoigne, elle dit en substance qu'Anne d'Autriche était frigide. Bon. Et d'autre part, Anne d'Autriche est extrêmement pieuse. Elle se confesse tous les samedis pour communier tous les dimanches. Alors on la voit mal pécher chaque semaine contre le 6e commandement. C'est difficile. Lui-même, vous dites qu'il n'avait aucune espèce de liaison. On ne le connaît pas. Mais non. Alors qu'il était beau, il était séduisant. Il était beau, il était très séduisant, mais on ne lui connaît aucune espèce de liaison. Mais je pense qu'il y a aussi une autre raison qui fait que Mazarin, prudent, n'a pas ouvert tout grand ses bras à Anne d'Autriche. C'est que, d'abord, tout à fait entre nous, je pense qu'il n'était pas amoureux d'elle, au sens plein du terme, physiquement, je crois pas. Le pouvoir avait pour lui beaucoup plus d'importance que la vie sentimentale. Alors maintenant, comment expliquer cette animosité, cette violence dans ces mazarinades? J'en cite une qui explique peut-être beaucoup de choses. Il est advenu qu'un étranger nommé Mazarin s'est installé dans le souverain ministère où il n'a été élevé ni par sa naissance, ni par aucun mérite, vu que l'on sait qu'il est sicilien, sikh, alors qu'il ne l'était pas, de très sordide naissance, qu'il a été valet en divers endroits à Rome, où il a servi dans les plus abominables débauches de ce pays-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire au fond qu'en France, on lui reproche, 1, d'être étranger, 2, de ne pas d'être un roturier. Bien d'être un roturier, oui, bien sûr. Mais alors, les deux éléments qui jouent là à fond, c'est la xénophobie d'une part et le mépris de classe d'autre part. Et la xénophobie est particulièrement forte à l'égard des Italiens parce que il y a eu quelques précédents. Les deux reines Médicis en avaient amené quelques-uns dans leur bagage qui avaient laissé de mauvais souvenirs. Bon. Et le mépris de classe joue également. Donc, qu'est-ce qu'il fait chez nous alors qu'il y a tant de bons Français capables de gouverner mieux que lui? Voilà le thème. C'est l'éternel. Voilà, exactement. Oui. Alors, cela dit, ça vaudra à Mazarin d'être constamment, d'être longtemps, même dans l'opinion publique, l'homme le plus détesté de France, d'autant plus que la politique qu'il mène, puisque la guerre se poursuit, c'est d'augmenter les impôts, et il va devenir extrêmement impopulaire, victime d'ailleurs d'un premier complot, le complot dit des importants, il a failli mourir. Oui, c'est-à-dire, on a tenté de l'assassiner. Les conjurés ont été tellement maladroits qu'en fait Mazarin n'a pas couru grand risque. Mais tout de même, l'intention y était, oui. Et puis alors évidemment il y aura la fronde dont nous parlerons demain et qui a été sans doute la plus grande épreuve qui ait eu à supporter et qui ait eu à surmonter Mazarin. En attendant, Simone Berthier, je recommande chaleureusement la lecture de votre livre, cette biographie de Mazarin, le maître du jeu, c'est le sous-titre de cette biographie qui a été publiée aux éditions de Fallois. Vous avez pu entendre des extraits d'un excellent téléfilm de Pierre Cardinal qui s'appelle Mazarin, je crois que c'est François Perrier qui joue le